Suite aux seules en scène ultra-médiatiques du président Macron de mardi soir dernier, c'est dimanche que le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé une hausse des tarifs de l'énergie, mais avec la promesse que cette dernière ne dépasserait pas les 10%, alors que les tarifs ont connu une hausse record de 31% en 2023 et qu'ils augmentent régulièrement depuis l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie en 2007. Bonjour Anne de Bréjas. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur en recherche et syndicaliste Suite Énergie chez EDF. Alors, une hausse au 1er février qui sera de l'ordre de 8,6 à 9,8, donc pas 10%, c'est annoncé comme ça. Comment on l'explique ? C'est un effet retard de l'envolée des prix sur le marché européen de l'électricité qui a démarré mi-2021 et qui a provoqué une envolée spectaculaire des factures. Alors, ça a été surtout vrai pour les consommateurs qui ne bénéficiaient plus de tarifs réglementés par l'État. On se souvient d'entreprises qui ont vu leurs factures multipliées par 3, 4, 10 pour certaines, des communes pareilles. Bon, ça a mené à une catastrophe économique. Et pour les particuliers, le tarif réglementé qui subsiste encore est lui-même basé sur ces prix de marché. Et donc, il y a eu également une forte augmentation on aurait dû subir une augmentation de 35% en 2022 et ça aurait dû doubler en 2023. Donc, évidemment, ça aurait pas été tenable d'un point de vue social. Bien sûr. L'État a dû intervenir. Le fameux bouclier tarifaire qui coûte très cher aux finances publiques. C'est-à-dire qu'en fait, on se partage l'argent entre les contribuables et les consommateurs. Donc, Bruno Le Maire dit que ça a dû coûter en tout 40 milliards d'euros, qui auraient été fort utiles pour l'hôpital, pour la santé, pour la transition écologique, exactement, et qui est parti pas aux consommateurs. Quand on dit qu'on a aidé les consommateurs, il faut voir que tout le temps, le consommateur a payé beaucoup plus que ce que coûte l'électricité en France. Réellement. D'ailleurs, oui, c'est effectivement le cas. Et une partie, pour compléter votre réponse, tout du moins, ce que nous avance le gouvernement, c'est cette diminution du bouclier tarifaire qui a été mis en place en 2022. Et là, il diminue. Et la réinstallation d'une taxe qui revient, qui était à 1 euro par mégawattheure avant la crise, et à 32, et qui était à 1 grâce à ce gel de cette taxe, et qui est maintenant, à partir du 1er février, rehaussé à 21 euros. Donc c'est beaucoup de chiffres, mais ce qui illustre cette hausse. Oui, mais si on regarde un petit peu sur la durée, il y avait une taxe avant, elle a été momentanément supprimée, donc ça va en moins dans les finances publiques, et ça remonte à un niveau qui n'est même pas celui qui était avant. Donc c'est pas ça, en fait, sur la durée, disons, à horizon 3 ans, qui explique les difficultés dans lesquelles on est, qui expliquent pourquoi, encore aujourd'hui et les années précédentes, malgré les aides d'État, on continue à payer l'énergie. Quand on paye sa facture d'électricité, il y a une part qui paye le réseau, une part de taxes et une part qui paye l'électricité produite. Celle-là, aujourd'hui, dans le tarif actuel, on va la payer, alors je donne un chiffre, 140 euros du mégawattheure pour un coût de production qui est de l'ordre de 75 euros du mégawattheure. Donc pratiquement le double. Donc où passe l'argent ? C'est ça la vraie question. Où sont passés les milliards, les dizaines de milliards d'argent public qui ont été injectés alors que les consommateurs continuent à payer beaucoup plus que ce qu'ils devraient ? On pourrait imaginer l'investissement peut-être sur le réseau alors on peut toujours... Oui. Alors sur le réseau, non. Le réseau, c'est une autre part. Là, je ne parle pas de la part réseau qui, elle, est encore publique, heureusement. Et on paye dans notre facture un coût du réseau qui correspond à l'investissement. Mais non, sur la part énergie, c'est parti alimenter les profits records de tous les énergéticiens en Europe. Enfin, ils battent chaque année des records de bénéfices. Alors on peut dire qu'ils en investissent, peut-être, mais quand on regarde la part qui est distribuée aux actionnaires, on voit bien qu'il y a eu une grosse fuite. J'avais les chiffres en 2021 total, ils avaient distribué 50% des bénéfices. Engie avait distribué les 2/3 sous forme de dividendes. Donc voilà, ça part ailleurs. Il y a aussi tous les fournisseurs. Je rappelle ce que c'est qu'un fournisseur. Ça n'existe nulle part dans aucun autre secteur. Ce sont donc des entreprises qui achètent de l'électricité aux producteurs pour les revendre aux consommateurs. Avec une marge. Avec dedans du démarchage qui a été décrit, documenté comme agressif, trompeur, etc. dans beaucoup de cas, et avec de la spéculation sur les marchés. Ces fournisseurs, dans les autres secteurs, les distributeurs, ils choisissent leurs marchandises, ils font de la logistique, ils approvisionnent jusqu'à leurs clients, ils la stockent, éventuellement, ils la délivrent. Là, dans l'électricité, c'est pas ça. Personne ne touche à l'électricité. Ils ne choisissent pas. C'est la même électricité pour tout le monde. Donc, les fournisseurs, c'est vraiment, ils ne font rien de physique. Donc, voilà ceux qui s'enrichissent sur le système. Depuis l'ouverture à la concurrence, plus tout un tas de traders, d'agrégateurs, de responsables d'équipe, tout un écosystème financier. Et je pense que tant qu'on n'aura pas poser cette question-là, on ne comprendra pas ce qui se passe.
Et on n'arrivera pas à s'en sortir non plus. C'est pas le problème de savoir si ces surcoûts énormes... Enfin, pourquoi est-ce qu'on achète beaucoup plus cher l'électricité que ce que ça coûte ? On ne va pas rester juste au débat de comment on se le partage entre les consommateurs et l'État. Finalement, les contribuables. Il faut savoir pourquoi ça part sur ces grands groupes, pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça, alors qu'on pourrait très bien faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire facturer l'électricité à ce qu'elle coûte. Mais entre-temps, il y a eu l'ouverture à la concurrence, la création de tous ces acteurs qui permet, tout du moins ce qui était annoncé au départ, de payer moins cher. Alors, dans les faits, je suis obligé de le dire, parce que dans les faits, on le voit, hein, les prix n'ont fait que grimper depuis l'ouverture à la concurrence, c'est un fait, c'est pas une prise de position, bien évidemment. Mais il y a aussi, malgré tout cela, des déclarations celle-ci du ministre de l'économie. Donc, du coup, ce dimanche, je le cite, il dit « Nous avons beaucoup protégé, donc les Français, nous revenons à la normale désormais. Il faut aussi protéger nos finances publiques. » Il en est le ministre, on peut le comprendre. Car si demain, il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger de nouveau les Français, les salariés, les entreprises. Il avance cela pour justifier l'augmentation des tarifs. Vous en pensez quoi ? Ils les ont protégés par rapport au système dans lequel ils ont mis les consommateurs, qui est absolument invraisemblable. C'est sûr, les consommateurs particuliers ont été relativement protégés par rapport aux entreprises. Mais enfin, par rapport à un système public tel qu'il était avant, ils ont été bien moins protégés. Enfin, quand même, 45% d'augmentation en 3 ans, alors que ça ne correspond pas du tout à l'augmentation des coûts. Moi, je n'appelle pas ça protégé. Et en plus, là, je parle des consommateurs qui sont restés aux tarifs réglementés. Oui. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un tiers des consommateurs qui est parti dans ce qu'on appelle, qui a choisi une offre de marché, c'est-à-dire librement négociée avec les fournisseurs. Bon, alors on pourrait leur dire tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à pas choisir ça, mais quand on sait le type de démarchage qu'il y a, je veux dire, les gens ils comprennent pas et c'est normal, quoi. Et eux, enfin, il y a eu des cas qui ont été médiatisés, notamment cet été, avec des factures de rattrapage invraisemblables, des gens qui ont payé 2 fois le coût du bouclier tarifaire, voire 3. Bon, c'est de ça qu'on parle. Alors si c'est ça protéger, si protéger, c'est continuer à avoir un tarif qui est pour la partie production est toujours 2 fois plus cher que le coût, alors que le gouvernement et Emmanuel Macron, dans son discours de Belfort, avaient promis des prix qui iraient vers les coûts de production. Si c'est ça protéger, oui, effectivement. Alors, il nous dit on est mieux protégé que nos voisins européens. On ne va pas se comparer aux voisins européens qui sont dans le même système aberrant que nous. Enfin, les directives européennes qui ont imposé cette ouverture de marché, elle est imposée à tout. Justement, en parlant de cette directive européenne, il y a cette autre déclaration qu'on va écouter maintenant, celle de la porte-parole, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, qui déclarait ceci. On écoute, c'était hier sur Europe 1. Un peu passé sous silence, mais le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont trouvé un accord justement autour d'un texte pour réformer le marché européen de l'électricité. Mais vous dites en européen, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas sorti même temporairement du marché européen de l'électricité ? Pourquoi on dirait que c'est un totem auquel il ne fallait pas toucher ? Sortir des traités, c'est sortir de l'Union européenne. Même temporairement. Vous pensez que non, mais on ne sort pas temporairement. Vous le savez très bien. Certains pays l'ont fait. Regardons à notre niveau. Alors, une séquence que vous découvrez apparemment maintenant, mais c'est pas nouveau. En tout cas, une séquence qui a fait beaucoup réagir avant d'écouter la vôtre de réaction sur les réseaux sociaux, notamment Fabien Gay, vous connaissez peut-être, sénateur PCF, qui tweet ceci, je cite, « Même si l'exemple du Portugal et de l'Espagne n'est pas, selon lui, à suivre, ils ont subventionné le gaz pour amortir la crise, dit-il, ils sont bien sortis du marché européen de l'énergie provisoirement, sans sortir de l'Union européenne. Au gouvernement, on n'est pas à un pipeau près. » Anne de Bréjas, quel est votre avis, votre réaction, là je vous ai un peu vu, mais à la déclaration de la porte-parole du gouvernement hier. C'est des déclarations qui se répètent depuis 2 ans. C'est même pas un pipeau, c'est un mensonge invraisemblable. Enfin, dire que nous, ce qu'on propose, c'est de revenir à un service public, à un système public où c'est un acteur public qui gère le système électrique et où chaque consommateur a un tarif qui est basé sur les coûts de production. C'est tout. On ne demande pas de se déconnecter de nos voisins. On veut bien continuer à échanger avec ses voisins via le marché européen, puis si on ne trouve pas mieux, l'idéal d'un point de vue technico-économique, ça serait un système public européen, mais on peut garder le marché européen pour les échanges, mais revenir à un système de facturation publique basé sur les coûts. Donc c'est un mensonge invraisemblable de dire ça. Enfin, d'un point de vue technique, c'est invraisemblable qu'on continue à dire ça. Et pourquoi ils continuent à s'appuyer sur un mensonge ? Parce qu'il n'y a aucune raison de défendre ce marché. Donc, elle nous parle de la réforme européenne qui arrive à son terme au bout de presque 2 ans de négociations. Dans cette réforme, alors qu'on nous avait promis, elle avait été mise en place pour protéger les consommateurs contre les variations des prix qui, encore une fois, n'ont rien à voir avec les coûts. Finalement, on a toujours des prix qui sont largement... On va toujours avoir des factures qui sont largement adossées au prix de marché.
On a des tarifs réglementés de vente qui étaient l'ultime protection des consommateurs, qui sont toujours inscrits comme temporaires, donc qui vont probablement être appelés à disparaître. On a des systèmes ultra compliqués. On a des fournisseurs en concurrence qui sont maintenus, alors que tous les consommateurs disent que ça ne sert à rien, toutes les associations de consommateurs. Oui. Bon, voilà, donc on ne remet rien en cause pour conserver les marges et la profitabilité des grands groupes, ou par dogmatisme, je ne sais pas. Et pour ça, on s'appuie sur des mensonges et on dit qu'on sortirait de l'Europe. Enfin, ça fait un peu genre, attention, si on fait ça, on sort de l'Europe pour faire un peu peur. Mais dans le système interconnecté européen, il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Il y a la Suisse, par exemple, on continue à échanger avec eux. Je veux dire, si la France sort du système électrique, soyons clairs, le système électrique européen s'effondre. On est complètement interdépendants les uns des autres. Personne n'a intérêt à se déconnecter de nous. Et c'est pas ce qu'on demande. Encore une fois, on ne demande même pas à remettre en cause l'organisation des échanges. On dit juste qu'il faut revenir à un système public où les moyens de production, qui sont des moyens essentiels, sont propriété publique et où chacun, tous les consommateurs sont tarifés de manière juste, équitable, ce qui n'est pas le cas dans un marché, sur la base des coûts de production. Et ça fera donc des prix stables, ce que tout le monde demande, ce qui est essentiel pour la transition énergétique. Et c'est ça qu'on veut. Et entendre des mensonges qui répètent comme ça depuis 2-3 ans, moi je trouve ça incroyable. Et pour terminer, il y a le concret, même si c'est très concret ce que vous nous dites, pour les Françaises et Français. Bruno Le Maire a précisé dimanche que cette hausse correspondra pour un ménage avec 2 enfants dans une maison en moyenne à 18 € en plus par mois sur la facture. Qu'est-ce que, pour finir en 2 mots, vous dites aux Français qui nous regardent aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent s'attendre à pire? Est-ce qu'ils doivent comprendre? Est-ce qu'ils doivent se plaindre? Voilà, en 2 mots. Je pense qu'ils doivent contester ce système de mise en concurrence de l'électricité qui est un bien de première nécessité. On nous dit que c'est 10% et pas plus. L'année dernière, on nous avait dit 15% et on a rajouté 10% en août. Et on est toujours dans un système où on dépend des prix du gaz. Donc si demain, les prix du gaz reflambent, on se retrouvera exactement dans les mêmes conditions. Donc je pense qu'il faut sortir de là. On voit bien les difficultés que ça provoque pour les Français, en particulier les plus précaires. On ne peut plus continuer à accepter ça. Merci beaucoup, Anne de Brajas, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes ingénieure en recherche chez EDF et syndicaliste Sunénergie aussi. À bientôt. Merci, au revoir.